Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les titres les principaux de ce 20h. Au sujet des casses de PK14 à 17 dans la ville de Douala, les populations déguerpées reviennent à la charge 3 ans plus tard. Les infortunés dénoncent des pratiques mafieuses des autorités publiques. Le collectif des déguerpés était face à la presse ce jour à Douala. À la Fédération camerounaise de football, le vent de corruption continue de souffler. Marlène Mvoutou était absente du rendez-vous annoncé ce jour devant la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football sur le jeu trouble dans cette institution. Quels peuvent être les enjeux pour la justice? Retrouvez-nous dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous reviens dans un très court instant pour la première partie de cette édition. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Yaoundé, au Cameroun, va abriter le siège du centre interrégional de coordination créé par le mémorandum d'entente, un centre qui va assurer la mise en œuvre de la stratégie régionale commune sur la sécurité maritime. C'est l'une des importantes annonces du sommet qui s'est achevé à Yaoundé, au Cameroun. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEAC ont affirmé leur volonté commune de sécuriser le golfe de Guinée, dont la richesse énergétique, écologique et halieutique attire des pirates de tous les bords. Et Abdou Namba est le nouveau directeur général de la Sodécoton selon des sources. Le directeur du développement de l'agriculture au ministère camerounais en charge de l'agriculture vient d'être porté à ce poste à l'issue d'un conseil d'administration tenu à Garoua dans la région du Nord Cameroun. Il remplace ainsi Iya Mohamed, actuellement en détention préventive à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé pour détournement présumé de fonds publics en tant qu'ex-directeur général de la Sodécoton. L'infortuné a pourtant été réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football, une instance qui fait l'objet de toutes les attentions actuellement avec ce jeu trouble dans l'affaire Marlène Mvoutou. Et justement, dans cette affaire, Marlène Mvoutou contre la Fédération camerounaise de football, attendue ce jour pour une audition à la FECAFOOT, la candidate malheureuse au scrutin du 19 juin dernier n'a pas répondu présent. Des détails dans ce reportage de Yannick Mbazwa. Attendu au siège de la Fédération camerounaise de football, ce mardi 25 juin 2013, Marlène Mvoutou n'a pas honoré au rendez-vous. La candidate malheureuse au poste de président de la FECAFOOT devait être auditionnée par la commission éthique et du fair play concernant une possible plainte de corruption contre certains dirigeants qu'elle aurait déposés. Jouant au téléphone, la présidente de la Ligue régionale du football de la région du Sud a déclaré ne pas être informée de cette audition. Pendant que du côté de la FECAFOOT, il est dit que Marlène Mvoutou ne se serait pas présentée à cause d'une affaire la concernant au parquet. Or, Marlène Mvoutou, après avoir démenti cette information, a nié avoir adressé une requête auprès de la commission de recours de la FECAFOOT et même d'avoir publié certaines informations dans son compte Facebook. À en croire Marlène Mvoutou, il s'agit tout simplement d'une manipulation de l'opinion publique orchestrée par des maîtres chanteurs tapis dans l'ombre. Si cette version s'avère confirmée, une question se pose donc. À qui profite cette manipulation? Dans le cas contraire, que gagne Marlène Mvoutou à jouer au chat et à la souris? Seul l'avenir nous le dira. Marlène Mvoutou a posé un acte de salubrité publique en dénonçant la grande escroquerie dont elle dit être victime à la Fédération camerounaise de football du moins. C'est ce que pensent certains hommes de droit qui estiment que la candidate malheureuse à l'élection à la FECAFOOT est une repentie active. Des détails avec Serge Alain Otto. La candidate malheureuse à la dernière élection à la FECAFOOT fait étalage de son deal avec certains membres du bureau de la FECAFOOT élue le 19 juin dernier. Celle qui partait en guerre contre l'équipe Iya Mohamed veut se faire rembourser. Pour Maître Célestin Kengoum, il n'y a point d'infraction ici, car la FECAFOOT
reste une association mettant ensemble des individus agissant dans un cadre privé. Il y a un peu d'amalgame dans les esprits. Ce n'est pas une structure étatique. Si les gens à qui l'argent avait été remis étaient des fonctionnaires, ou si elle-même elle était fonctionnaire, alors ça changerait tout. Nous sommes en présence des personnes privées, agissant dans le cadre d'une association privée. L'avocat au barreau du Cameroun regrette que le secrétariat d'État à la Défense se soit saisi de l'affaire, l'ordre public n'ayant à aucun moment été menacé. La gendarmerie ne peut se saisir d'une affaire privée que lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public. Est-ce que l'ordre public a été atteint dans cette opération? Je dis non, l'ordre public n'a pas été atteint, mais l'ordre public est perturbé. Ça veut dire vous et moi sommes perturbés par ces problèmes récurrents qui fragilisent notre mouvement sportif phare qu'est le football. Au regard de la tournure des événements, avec certains mis en cause qui soutiennent Mordicus n'avoir perçu aucun radis de Marlène Mvutu, ces derniers pourraient à leur tour porter plainte pour diffamation. Il y aura donc 2 plaintes croisées et il appartiendra au juge de juger. Le CED se limitera à procéder à l'audition des uns et des autres et pourrait transmettre le dossier au niveau du parquet. Et le parquet ouvrira une procédure, l'affaire sera enrôlée et il y aura débat. Alors que le mouvement sportif mondial souhaite accueillir en son sein uniquement des personnes dont la probité morale ne souffre d'aucun doute, l'on s'achemine inexorablement, si les faits sont avérés, à des radiations à l'appel de la part de la FIFA. Est-ce un acte de salubrité publique? Retrouvez-nous dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Le gymnase multisport de Douala n'est plus qu'un chantier abandonné depuis l'arrêt des travaux favorisés par l'effondrement de la charpente de cet ouvrage. L'édifice est aujourd'hui envahi par des herbes. À la délégation régionale des sports pour le littoral, on rassure tout de même que les travaux reprennent bientôt. Alex Ndjomgam et Étienne Pascal Azeglou. Voilà toutes nos excuses pour la qualité approximative de cet élément. Nous y reviendrons au sujet des casses de PK14 à PK17 dans la ville de Douala. Plus de 300 familles attendent d'être indemnisées. Le collectif des déguerpis était face à la presse ce jour dans la capitale économique du Cameroun pour dénoncer ce qu'il appelle le banditisme. Les autorités de la région du littoral sont indexées. Le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département du Voré et l'ancien recteur de l'université de Douala, Bruno Bekolo-Ebe, accusé d'avoir floué les déguerpis. Le conseil des déguerpis dénonce l'irrespect du décret de 2007 qui fixe les modalités d'expropriation et d'indemnisation au Cameroun. Je vous propose à cet effet d'écouter le conseil des déguerpis. Maître Jules Bignum est au micro d'Equinox Télévision. Le ministre des Domaines des Affaires foncières dit l'université prenait le terrain pour la construction de l'université, mais indemniser les populations qui seront expropriées à l'occasion. Cette chose est contenue même dans les titres foncières. Ce qui coince, c'est cette question. Et aujourd'hui, au Cameroun, administrativement parlant, rien n'a été mis en œuvre pour que cette indemnisation tombe. Et les bénéficiaires de l'indemnisation, dont les créanciers de cette indemnisation, sont donc de mettre en branle tout ce qui est prévu dans le droit pour rentrer en possession des droits dits. Et le débiteur, c'est l'université de Douala. Donc on ne se trompe pas de ce là que, même judiciairement, nous continuons. Et ces populations attendent toujours d'être indemnisées 3 ans après leur expropriation par l'État du Cameroun. Las d'attendre, les infortunés ont repris les constructions sur les sites querellés. Des détails dans ce reportage signé Dani Warenzede et Flavien Valondongo. Prenons en compte le fait que la construction de l'annexe de l'université de Douala dans la zone de PK 14 à 17 est un facteur de développement. Les sinistrés de ces parcelles de terre ont accepté partir dans l'espoir d'être récompensés. Toutes les promesses faites par les autorités lors du déguerpissement ne sont toujours pas respectées 3 ans plus tard. Depuis 2010, précisément à partir de 2007, que les populations sont jetées dans la rue, plus de 1000 familles, que jusqu'à présent, l'indemnisation, on n'en parle même pas. On a seulement pris les populations sont déjà jetées dans la rue. On ne sait pas quand l'indemnisation ou le recasement. Sur le terrain, des sources affirment qu'environ 67 personnes, parmi des milliers de familles déguerpies,
sont passés de vie à trépas parce que traumatisés pour avoir perdu leurs biens sans contrepartie. Ajoutez à tout cela les mauvaises conditions de vie. Par exemple, comme leurs cimetières qui sont allés jeter dans le marécage. Il y a même parfois les pieds enflés, sont dans les risques énormes. On a une source là en bas, on se ravitaille là, avec tous les risques de choléra et tout. Sur l'espace occupé, le chantier est en arrêt. Seuls quelques chants d'oiseaux vous animent au passage. Par ailleurs, certains déguerpis sont retournés dans la zone pour construire à nouveau, n'ayant pas trouvé de solution ailleurs. Je ne peux pas traîner toute une famille. J'ai 7 enfants. Je ne peux pas les traîner en route. C'est pour ça que je suis revenue à la place là où on m'a chassé. Ces récidivistes qui font face à des difficultés environnementales disent vivre avec la peur au ventre parce que pouvant être déguerpis à tout moment. Constitués en un regroupement depuis leur départ du site, les déguerpis de l'espace occupé par l'université de Douala dans la zone Bassa entendent porter au plus haut niveau leurs revendications. Et voici une autre cause qui retient beaucoup d'attention, c'est l'exploitation illégale et le commerce illicite du bois qui nuisent considérablement à l'émergence du secteur forestier. Malgré les efforts du gouvernement camerounais et de certaines organisations, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Une étude sur l'exploitation du bois au Cameroun vient d'être publiée à Yaoundé. Yannick Mbazo. Il n'est de secret pour personne que la majeure partie de la réserve forestière du Cameroun est illégalement exploitée. Un épineux problème qui a pour corollaire la perte des rentrées financières, la destruction de la biodiversité ainsi que la fragilisation de la capacité des communautés dépendantes des forêts à satisfaire leurs besoins de subsistance et de développement. Ainsi, pour l'organisation non gouvernementale Forêt et Développement Rural, cette situation a pour cause principale le manque d'information. Les acteurs n'ont pas accès à l'information qui les permet de juger si des pratiques sont conformes ou non conformes à la législation forestière. Épineux problème qui a amené cette ONG à mener pendant 18 mois des actions de lutte adéquates. Informer le public sur ce que c'est que l'exploitation illégale, les conséquences de l'exploitation illégale des forêts et du bois par là, et la formation des communautés. Action menée avec un financement de l'Union européenne de l'ordre de 149 000 €. Le but, c'est d'amener tous les acteurs du secteur forestier au Cameroun à respecter intégralement la réglementation nationale en matière de gestion forestière. Une synergie d'action dont le but principal reste la conscientisation des exploitants forestiers, la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite du patrimoine forestier. Et les bayam selam, c'est une expression qui désigne les revendeuses, notamment de vivres. Cette catégorie de commerçants s'ouvre aux autres acteurs du secteur informel que sont les transporteurs, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et autres artisans. C'est à la faveur d'un forum national d'échange qui se tient à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il s'agira pour les participants de réfléchir sur l'accroissement de la production et de la chaîne de commercialisation à distance. La coordinatrice nationale des revendeuses du Cameroun était face à la presse ce jour. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Nous pensons que nous ne devons plus attendre rien que des partenariats qui doivent venir de l'extérieur. Et nous avons pensé que, avec notre lettre d'utilité publique que nous avons reçue le 26/12/2012, il faut que le secteur informel lui-même prenne son destin en main. Vous savez, quand les projets partent du haut pour le bas, ça ne pourrait jamais réussir. Mais quand les projets partent du bas pour le haut, cela veut dire que le secteur informel maîtrise déjà l'outil. Qu'est-ce qu'il faut pour que leur situation change? C'est donc à travers cette lettre d'utilité publique que nous avons pensé qu'avec cette confiance placée en nous, par le premier Camerounais, nous devons encore redoubler d'ardeur au travail. Donc nous ne pensons pas que nous sommes les premiers ou les derniers, mais nous voulons changer. Et le quotidien de ces revendeuses n'est manifestement pas un long fleuve tranquille. Non seulement elles se lèvent tôt, mais aussi elles doivent supporter les caprices du marché. Hervé Siewe et Marcelin Gangsop.
Il est 15 h au marché du Fundi à Yaoundé, une heure à laquelle les revendeuses sont supposées avoir pointé leur journée. Que non, la mine qu'elles affichent trahit l'amertume d'une journée difficile. C'est fort le marché depuis le matin on ne vend pas parce que les routes sont barrées pour le sommet, donc les clients ne viennent pas. Il n'y a que les revendeurs, il n'y a pas les acheteurs. On ne s'en sort vraiment pas. Le marché dur, ça a changé. On ne sait même pas si on va inscrire nos enfants à l'école. C'est très dur. Vous-même, vous voyez comment c'est naze là. Les revendeuses, communément appelées Bayam Salam, sont d'autant plus dépitées que leur quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je me réveille à 4 heures. J'ai fini la prière, je me lave, je sors à 5 heures pour le marché. Et je rentre à 17 h. C'est un métier sans garantie. Le Bayam Salam ne compte pas qu'il va toucher par mois. Donc ce qui fait d'abord que, 1, il se lève tôt pour venir chercher les marchandises. 2, il doit payer les bonnes marchandises. 3, il doit les vendre. Parce qu'il ne vend pas, il ne va pas subvenir à ses besoins. Parfois même on vend, l'argent ne sort même pas. Parfois même on a le bénéfice même de 500. Parfois même on a même les problèmes avec le grossiste. C'est ce quotidien, fait de souffrance, mais aussi d'espoir, qui sera présenté aux yeux du monde en novembre prochain. Bien qu'étouffés par les vicissitudes de la vie, les Bayam Salam entendent réaffirmer le rôle qui est le leur dans l'approvisionnement de nos marchés et partant des ménages. Comme on augmente les salaires, là, ils viendront nous faire la recette. S'il y avait un moyen de créer un syndicat de Bayam Salam, ça devait être mieux. C'est la vie. Et actuellement, dans les marchés, on retrouve beaucoup d'élèves qui profitent de leurs vacances scolaires. Nous y sommes déjà, mais d'autres parents ont déjà l'emploi du temps de leurs enfants au menu. Voyages, jeux, loisirs, cours de vacances sont programmés. Dani Warren Zede et Jean-Paul Chouniat ont rencontré certains ce jour dans la ville de Douala. Une fois les examens de fin d'année achevés, de nombreux parents ont déjà planifié les occupations de leurs enfants pour ces 2 longs mois de vacances, juillet et août. Si certains choisissent d'envoyer leur progéniture faire du petit commerce, d'autres parents préfèrent laisser leurs enfants bien profiter de leurs vacances à travers jeux, loisirs et parties de plaisance. Victor, père de famille, accompagnera son fils à Yaoundé. J'ai décidé d'envoyer ce fils en vacances parce qu'il est épais. Bon, il n'a jamais voyagé. Cette fois-ci, il va aller à Yaoundé, voir la terre de Yaoundé. Chez Marthe, elle prépare les enfants à rejoindre l'arrière-pays, rendre visite à la parenté. Je les envoie en vacances. Chez l'oncle. Des fois, je les envoie chez leur oncle ici à Douala. Si chez Marthe, les mômes attendent le grand jour du départ, Jeanne, pour sa part, se prépare à accueillir nièce, neveu et petit-fils à son domicile à Douala. Ceux qui viennent, ils ne sont même pas beaucoup, il y a 2. Et pendant les vacances, elles sont au village, ils veulent changer pour voir comment la ville est. Pour ces vacances, les enfants vont séjourner chez les proches durant tout le mois de juillet. Dès août, ce sera déjà la fièvre de la rentrée avec les cours de vacances en vue de mieux préparer la nouvelle année scolaire qui démarre dès septembre. Quelques faits divers dans ce journal des morts dans la ville de Douala. Un corps sans vie d'un homme a été découvert dans sa chambre au lieu dit Cité Berge. C'est un quartier de la commune d'arrondissement de Douala 3e et du côté du lieu dit Marché des Fleurs. Un mort sur le carreau après un accident de la circulation survenu ce jour. Claude Rucois et Sandrine Babo. Voici ce qui reste du nommé Roger. La quarantaine sonnée, il a été retrouvé mort dans sa chambre ce mardi. Une découverte faite par ses hommes, le voisin du défunt et le chef du bloc 7 du quartier Cité-Berge dans l'arrondissement de Douala 3e. L'homme explique qu'il a entendu du bruit dans la chambre de Roger la nuit de son décès. Inquiet, il a informé l'autorité de la zone d'habitation au petit matin. On le savait malade depuis plusieurs années, l'homme qui vivait seul souffrait d'une gangrène au pied. Ici, à la Syrie, où Roger travaillait, c'est la consternation. Autre lieu, sur l'axe lourd marché des Fleurs, direction Camwater, le corps sans vie de Gaston Wanji gît sur la chaussée. Il s'est fait écraser par ce camion à cet endroit alors qu'il vaquait à ses occupations. Ils étaient au niveau du dodan là. Il a respecté les dodans.
Au moment où il est monté sur les dos d'âne, le camion est sorti par derrière, fouettait le bois qui était derrière sa moto. Ils sont tombés. C'est là où le camion, au lieu de s'arrêter, il a voulu fuir. C'est là où la roue a détruit sa tête comme ça. La famille de la victime est inconsolable. Un drame qui a perturbé la circulation sur cet axe routier. La dépouille de Gaston Wandji a été déposée dans une morgue de la ville de Douala. Le chauffeur du gros porteur, quant à lui, a garé son engin au commissariat central numéro 1 pour besoin d'enquête. Et un vent d'insécurité souffle sur la ville de Fumba. Nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. Un important stock de cannabis, c'est une drogue, vient d'être saisi par des gendarmes, de même qu'un gang de 7 présumés malfrats vient d'être interpellé. Viviane Kamwa. Voici la cargaison de cannabis qui vient d'être saisie par une patrouille de gendarmerie de Fumban. Il s'agit de 37 sacs de drogue transportés à bord d'une camionnette conduite par le nommé Moussa Idi au moment de l'interpellation. Le chauffeur qui va prendre la poutre d'escampette après avoir tenté de corrompre les gendarmes avec 5 000 francs CFA. Toujours à Fumban, un gang de 7 présumés malfrats vient d'être mis aux arrêts par les gendarmes. Ils avaient à leur possession des téléphones portables, des montres, un laptop, un groupe électrogène et bien d'autres objets. Et apparemment, ils passent jusqu'au viol. Parce que quand on voit les sous-vêtements des femmes... Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre. Question de rassembler le maximum de preuves et démanteler tout le réseau. Et Nelson Mandela est toujours dans un état critique. Selon la présidence sud-africaine, l'égérie de la lutte anti-apartheid est interné depuis 18 jours dans un hôpital de Pretoria pour une infection pulmonaire. Madiba continue de recevoir la visite de ses proches au moment où tout le peuple reste en prière. Le président américain Barack Obama est annoncé au chevet de Nelson Mandela en fin de semaine. Retour sur l'éducation, et ce sont des récompenses. Le collège Alfred Sacker dans la ville de Douala choisit le jour de départ en vacances pour primer l'excellence scolaire. Les meilleurs élèves de cet établissement d'enseignement secondaire général et bilingue ont été récompensés samedi dernier. Reportage. Il y a des jours mémorables dans la vie d'un enfant, ou plutôt dans celle d'un élève. Elle est donc la meilleure au concours d'entrée en 6e au collège Alfred Sacker. Les autres, c'est-à-dire ses aînés, déjà scolarisés au collège Alfred Sacker, sont loin d'oublier cette journée du 22 juin. Au plus méritant, le collège Alfred Sacker reconnaissant. Il ne suffit pas seulement, n'est-ce pas, de faire des cours théoriques, mais il faut aussi, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle la pédagogie de la proximité, c'est-à-dire poser des actes concrets dans le but, n'est-ce pas, d'encourager des enfants. Et ça, le collège Alfred Sacker sait le faire. C'est une récompense qui s'abat sur les élèves qui, comme Gwandé Foshivé, ont compris quand. En travaillant dur, on obtient ce qu'on veut. Ainsi, des prix de l'excellence scolaire seront remis aux meilleurs des sections francophones et anglophones, et cela par cycle, tout comme les 5 meilleurs de l'établissement, toutes sections confondues. Respiration. La cérémonie de remise des prix et de bulletins du 22 juin participe de la continuité d'un processus reposant sur la pédagogie de proximité dans l'optique d'encourager les meilleurs élèves. Les lauréats, eux, savent de qui ils doivent leur succès. Je remercie l'Éternel d'avoir été primée la première de toutes les 3e. Et je remercie mes parents pour le soutien, mes amis aussi. Et aussi les enseignants du collège Alfred Sacker. L'autre objectif poursuivi par la direction de l'établissement à travers cette double cérémonie, c'est de créer un climat de compétitivité au sein de la famille éducative du collège Alfred Sacker. Et pour le dire, allons emprunter dans la langue de Shakespeare. Those of my friends who did not pass very well, who took last or who failed, I want them to work very hard so that a day they should become like me and feel the joy that I have in my heart. Collège Alfred Sacker rime une fois de plus avec succès. C'est ça l'autre visage de Daïdou.
Et pour refermer la première partie de cette édition, notons que les brasseries du Cameroun volent au secours du football jeune. La société brassicole a décidé du redémarrage du plus grand tournoi de vacances. La Coupe Top revient et elle va se tenir entre le 1er et le 27 juillet de cette année. Reportage. La Coupe Top revient pour Serge Djampoum, directeur commercial et marketing des brasseries du Cameroun. Fini la langue de bois, le constat est clair. Depuis 2002, nous éprouvons de plus en plus de difficultés à nous qualifier pour des compétitions majeures. Quand on réussit à se qualifier, on ne franchit pas l'étape du premier tour. Concerté, on a essayé d'analyser de notre manière et on s'est dit, il y avait 6 voire 7 joueurs issus de l'école de football des brasseries du Cameroun. Et on s'est dit, mais mince. Donc, l'école de football des brasseries du Cameroun rime donc avec victoire des Lions. Ils n'ont pas fait vibrer les Camerounais depuis, c'est une vérité. Pour le leader camerounais des boissons gazeuses, le mal se trouve à la racine. Il faut réformer dès la base. Et la thérapeutique nécessaire n'est autre que la Coupe Top, exclusivement réservée pour cette édition aux jeunes garçons nés en 2000. La Coupe Top a pour vocation d'occuper les jeunes pendant les grandes vacances. La Coupe Top, c'est un événement très populaire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons changé de période. Nous avons passé de Pâques aux grandes vacances pour redonner à la Coupe Top toute sa force. Voilà la raison pour laquelle nous relançons aujourd'hui en demandant à tous les petits footballeurs qui ont l'âge de 13 ans de venir participer à la Coupe Top. La fête sera belle. Pour qu'elle soit belle, la fête du football de ces vacances qui se déroulent du 1er au 27 juillet passe par le respect scrupuleux des conditions de participation visibles dans tous les centres de distribution des brasseries du Cameroun. Encore plus belle, parce que la fraude et le favoritisme doivent être sifflés hors jeu. Sur chacun des 28 sites qui accueilleront la compétition, 8 équipes de 16 jeunes seront supervisées par un jury essentiellement constitué d'anciennes gloires. Au nom de la collégialité, Isaac Bassois jure. Pour ce qui concerne la clarté, l'honnêteté, vous pouvez être sûr. Parce que tel que c'est prévu, tel que c'est organisé, je ne sais même pas quel joueur je note. Parce que les gamins qui arrivent ont juste leur dossard qu'on nous communique et il nous revient, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, de donner la note qu'il faut. Et franchement, imaginez un seul instant qu'un gars ait du talent et que je ne lui donne pas la note. Ce ne serait pas normal. D'abord, pour commencer, les 3 membres du jury ne travaillent pas au même endroit. Ils sont sur le même stade, mais chacun est positionné dans son coin et donne la note qu'il faut. Les meilleurs auront, à en croire les jurés, la note qu'il faut. Mais seulement, devant le nombre impressionnant d'appelés, l'école de football des brasseries du Cameroun accueillera très peu d'élus. Il y aura 4000 candidats au départ. Ils vont participer à des championnats. Ensuite, on passera à la phase de coupe au niveau départemental. Et ensuite, il y aura la phase finale au niveau régional. Et comme vous l'avez si bien dit, il y aura 18 personnes au final qui intégreront l'école de football des brasseries du Cameroun. Grâce à la Coupe Top des brasseries du Cameroun, il sera de nouveau permis aux jeunes de rêver plus grand. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Ce soir, retour sur cette déferlante de dénonciation à la Fédération camerounaise de football, le vent de corruption qui souffle. Pour en parler ce soir, nous avons sur le plateau du 20h Maître Patrice Oum. Vous êtes avocat, bonsoir. Bonsoir, Général. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ces dénonciations de corruption faites par Marlène Mvuto, qui était candidate malheureuse au scrutin du 19 juin dernier à la tête de la Fédération camerounaise de football? Quel est le qualificatif qui pourrait être employé pour désigner cet acte? Finalement, j'avoue que je suis à la limite, je me sens indigné. Je ne me sens même plus camerounais, parce qu'en réalité, on entendait ces choses sous les tapis.
mais qu'aujourd'hui que quelqu'un se tienne devant les micros, devant les caméras, qu'il dise qu'il a remis des sommes d'argent à ceux qui sont censés diriger notre football, j'avoue qu'à la limite, je suis exaspéré. Parce qu'elle soit elle-même cette dirigeante mais de tout à fait. C'est-à-dire, en réalité, nous vivons là une époque où tout un corps est corrompu. Excuse-moi, je ne dirais pas tous les membres, mais tout le corps de la FECAFOOT, à mon sens, est corrompu. Parce que, voyez-vous, on le dénonce souvent, on dit que non, pour être membre de la FECAFOOT, pour être membre, il faut donner de l'argent. Aujourd'hui, c'est au grand jour. Qui va encore nier la vérité, parce qu'elle est là au grand jour. Alors, nous avons écouté certains de vos confrères avocats soutenir que Marlène Mvuto a posé un acte de salubrité publique. Est-ce que c'est discutable? Moi, j'entends pas, je ne sais pas ce qu'on entend par de salubrité publique. C'est elle qui est corruptrice. C'est elle qui corrompt. En réalité, que ce soit un repentir actif, pour moi, l'infraction est consommée. Elle n'a rien fait, parce qu'aujourd'hui, elle est victime. Si elle était passée, nul n'aurait su que c'est comme ça que ça se passe à la FECAFOOT. On aurait traité les journaux de menteurs, on aurait traité tous ces journalistes qui, au quotidien, nous donnent l'information de foi avec des conditions assez difficiles, que cette histoire n'est pas vraie. Alors, je ne pense pas que Marlène Mvuto aujourd'hui doit être mis au sommet et dire que non, elle a fait un acte de salubrité. Elle-même, elle est corruptrice. Est-ce que l'acte de corruption est établi? Est-ce que les faits tels qu'ils se sont déroulés, même s'il y a un acte de remise contre un service, est-ce que la corruption en tant qu'infraction pourrait être engagée à cet effet? À mon sens, l'infraction est consommée. J'ai tout à l'heure entendu mon confrère, je pense que je prendrai la peine de le rencontrer pour lui dire, confrère, je pense que vous avez lu le texte, mais il y a le 134 bis que vous n'avez pas lu. Parce qu'en réalité, quand vous lisez l'article 134 de la loi 77-23 du 6 décembre 1977, elle vous dit, cette disposition légale vous dit, est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions, tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite agrès ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire s'abstenir et de faire sa journée un acte de sa fonction. Ça, c'est l'article 134. Mais il y a l'article 134 bis qu'il faut lire, qui dit quiconque. Parce que dans l'article 134, ça concerne des fonctionnaires et des agents publics. Oui, parce qu'avant, la corruption était une infraction de fonction. De fonction. Aujourd'hui, l'article 134 bis de la même loi vous dit quiconque. Ça veut dire que là maintenant, ce n'est plus les fonctionnaires ou les agents publics. Ça veut dire que toute personne, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou l'abstention d'un acte, soit une faveur ou avantage vu à l'article précédent, fait des promesses, offre, dons, présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption. Elle est punie de peine pour l'article 134, alinéa 1, donc de 5 à 10 ans de prison. Donc, la corruption ne concerne plus aujourd'hui des fonctionnaires. Parce que j'ai tout à l'heure entendu que non, c'est une association privée. Mais j'ai dit oui, c'est une association privée, mais d'intérêt public, qui a reçu de l'État une délégation de pouvoir pour gérer le football. Donc, tout ce qui passe à l'intérieur de la FECAFOOT ne saurait être, ça ne saurait concerner les privés. Parce que c'est l'image du Cameroun qui atteint. C'est l'image de tout citoyen, parce que je fais partie de ce Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas seulement l'État, c'est les citoyens qui composent cet État. Donc, à mon sens, la gendarmerie devait se saisir parce que c'est un cas de flagrant délit. On n'a pas besoin d'aller, quelqu'un vous dit, j'ai remis de l'argent, cette personne est en train de porter la main sur un certain nombre, donc je ne cite pas ici, on me dit troisième vice-président de la FECAFOOT, c'est les gens qui viennent à la rescousse, ces IBA sont là, et ces IBA ne sont pas trompeuses. Donc on saurait nous dire aujourd'hui que non, ça n'a pas existé. J'ai dit que la gendarmerie, la police ou les officiers de police judiciaire, et même le procureur de la République, où ces faits sont déroulés, devaient se saisir et entendre ces personnes et déférer la procédure devant le tribunal pour être entendu, parce que c'est un cas de flagrant délit. Oui, mais maître, est-ce qu'au moment où cet engagement est pris ou alors cet échange est effectué entre les deux parties, ces membres de la FECAFOOT ont-ils le bénéfice de membres de la FECAFOOT? Parce que nous sommes dans un processus électoral où cette qualité ne leur est pas encore concédée parce que l'élection n'est pas encore venue. Ils sont membres de ce bureau, ils sont membres de la FECAFOOT. Ils ne cessent pas d'être membres de la FECAFOOT parce qu'il y a élection. C'est quand il y a élection que s'ils commettent l'acte après que les élections aient eu lieu, qu'ils ne sauraient plus être membres de la FECAFOOT. Mais avant, la FECAFOOT fonctionne. Et c'est qui? C'est le deuxième vice-président. Non, le troisième vice-président. Tout à fait. Et la dame dont on parle, on appelle Marlène Mvuto, qui cherche à être président de la FECAFOOT. Mais imaginez, Fénéron Mao, si elle était élue, comment devait-elle gérer la FECAFOOT?
ayant donné des sommes d'argent. Elle devait gérer des membres qu'elle a corrompus. Non, elle devait d'abord puiser dans la caisse. Parce que si vous ne pouvez pas donner l'argent pour un membre de la FECAFOOT, de dire demain que lorsque vous serez en fonction, vous n'allez pas récupérer l'argent que vous avez dépensé. C'est aussi bête. Même ma grand-mère qui est au village comprendrait aussi facilement. Donc en réalité, pour moi, toute cette personne devrait être déférée devant le tribunal pour que la justice soit dite. Alors, vous dites donc Marlène Mvuto qui est en train de dénoncer ces pratiques, autant que des gens qui sont cités dans cette dénonciation sont passibles de peine pour une infraction comme celle-là que vous dites être déjà confirmée. Le code pénal est là, parce qu'elle dit avoir remis l'argent à un certain secrétaire de la FECAFOOT, qui aurait remis au troisième vice-président de la FECAFOOT. Ce vice-président a été interpellé, c'est ce que j'ai lu, et ce vice-président a remboursé les dites sommes. Mais s'il ne reconnaît pas avoir reçu des sommes d'argent, il a remboursé quoi? C'était en servant à quoi? C'était pour acheter quoi? Un ballon? C'était en servant à faire quoi? Peut-être aller boire une bière? Elle dit de manière claire et efficiente et à corps et à cri que cet argent servait à son élection, parce que pensait-elle qu'elle pouvait être élue comme le titulaire du poste était en détention provisoire. Donc il y a un acte de corruption manifeste. L'intérêt public pour moi est atteint, l'intérêt public est avéré, parce que c'est une notion multiforme et polyforme. C'est-à-dire, c'est une notion qu'on ne peut pas saisir. Quand l'intérêt public est menacé, est atteint ou bien est troublé, nul ne peut me dire voilà les cas limitativement énumérés. Parce que pour un fait phénomène maroc que j'arrive sur la route, je mets à crier, et que cela trouble la situation, on peut considérer ça comme un trouble à l'ordre public. Donc c'est une notion vague, polyforme, qui intègre tout, dont on ne peut pas limiter les effets. Maintenant que les autorités, pourtant investies d'un pouvoir de sanction, pourraient être au courant d'une certaine façon, parce que les infractions pénales, faut-il le préciser, sont d'ordre public, qui peuvent être dénoncées par toute personne, mais ces autorités ne se saisissent pas encore. Est-ce que cette situation n'est-elle pas... C'est pas une illustration du fait que c'est une situation assez embarrassante? Elle n'est pas embarrassante. Elle n'est pas embarrassante. Pour peu qu'un portable tombe sur la poche d'un enfant, un de côté il est arrêté, il traduit devant le tribunal, il reçoit 2 ans de prison. Quelqu'un qui corrompt, qui mêle le nom de l'État en pâture, en mondovision. Tout le monde sait aujourd'hui que les membres de la FECAFOOT, certains ou pas tous, certains sont corrompus. Et que pour être élu, il faut donner de l'argent pour être élu. Moi, je suis touché dans ma chair. Ce Cameroun appartient à moi, à vous, à tout le monde. Je pense, à mon humble avis, que je ne comprends pas la léthargie des autorités. À ce moment précis, ils devraient se saisir, déférer les personnes devant le tribunal et dire le droit. Maintenant, si au bout de la procédure, on constate qu'ils n'ont pas commis les infractions, qu'ils soient relaxés. Mais pour l'instant, nous pensons que les autorités judiciaires doivent se saisir, les officiers de police judiciaire, parce qu'en réalité, on saisit le tribunal, on saisit le parquet par une dénonciation, par une plainte. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin, c'est un cas de flagrant délit. Et la justice doit dire le droit. Parce que si la justice ne dit pas le droit dans ce cas d'express, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire ne se saisissent pas, ils risquent de se décrédibiliser. Parce qu'en réalité, on dira que maintenant, parce que c'est tel ou c'est tel, c'est pour ça que les officiers n'étaient pas saisis. Mais à mon sens, il faudrait qu'ils posent un acte de la République, un acte citoyen, un acte qui permet aux gens d'espérer qu'on est devant une justice qui voudrait rendre la justice. Dans tous les cas, vous indiquez que la situation est évocatrice d'un intérêt et d'un enjeu pour la justice camerounaise. Mais maintenant, au-delà de ces enjeux pour la justice, comment est-ce que vous réagissez à une certaine opinion qui pense que Marlène Mvuto est une infiltrée à la FECAFOOT chargée d'une mission de retrouver à tout prix des preuves pour éclabousser le clan IA? Je ne cherche pas de subterfuge. Pourquoi ils ont pris de l'argent? C'est un pis-aller. Pourquoi ils devraient refuser? En réalité, ça démontre comment fonctionne la FECAFOOT. Ça démontre comment fonctionne la FECAFOOT. Ça veut dire qu'en réalité, dans cette association, c'est trouvé de corrupteurs et de corrompus. Je ne dis pas tous, il y a certains qui font le travail normalement. Mais ça prouve au grand jour. Il y a certains problèmes dont je tais le nom, si on commence à décrire depuis fort longtemps, que c'est une mafia et personne n'a cru. Aujourd'hui que Marlène Mvuto le fait, parce que déjà ça ne le dort pas, on me dit qu'elle est présidente d'une ligue. Qu'est-ce qu'elle fait? Si on était dans un pays comme on fait dans d'autres pays, je crois que cette dame devrait démissionner. Elle devrait démissionner de son poste et les membres
qui sont reconnus en attendant que la justice dise le droit, s'il est saisi un jour, il devrait se démissionner et attendre. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la FECAFOOT n'a plus la valeur qu'on avait. Ces gens qui pensent nous gérer, nous pensent qu'ils ne nous gèrent pas, ils gèrent les intérêts égoïstes. Parce que pour peu qu'on prenne, j'entends 13 millions, 5 millions par-ci, 2 millions par-là. C'est vrai, je me suis posé la question, comment elle-même fait pour avoir cet argent? Ça ne me concerne pas. Mais je pense quand même que lorsque quelqu'un veut faire croire que non, elle est infiltrée, est-ce que cette dame a obligé ces différentes personnes qui sont mises en cause de prendre cet argent? Je dis non. Ça veut dire qu'en réalité, c'est des pratiques quotidiennes. Aujourd'hui, elles sont révélées au grand jour et que c'est l'occasion pour que toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette énorme, comment on appelle encore, dans cette... Dans ce qui paraît être un scandale. Un scandale doivent être déférés devant les tribunaux et que la justice soit dite, à mon sens. Actuellement, qu'aucune procédure, du moins de manière officielle, n'est encore enclenchée sur la question, on peut en parler. Est-ce qu'il est possible que des personnes qui sont citées dans cette cause puissent agir en justice contre celles qui les citent, dont Marlène Mvutu, peut-être pas des plaintes ou des citations mais bien entendu, diffamation et autres. Bien entendu, Fénélon, ces personnes peuvent poursuivre cette dame pour diffamation. Ouais, pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse. Ces personnes peuvent poursuivre. Mais j'ai dit, il ne suffit pas de déposer plainte. Il y a notre jargon en droit qui dit, ce n'est pas le fait de déposer plainte qui vous donne droit. La plainte, le prière temporaire, le fait de déposer plainte en premier lieu ne vous donne pas le droit de prouver qu'en réalité, tous les faits que vous proférez à l'égard de quelqu'un sont avérés. En mon sens, la chambre de discipline, comme j'ai entendu tout à l'heure, la chambre de l'éthique devrait se saisir, parce que c'est un cas d'éthique. Les gens ne peuvent pas gérer une association comme le football, qui réunit, je peux dire, plus de 10 millions de Camerounais, et que ces gens soient encore en fonction et viennent arpenter, et, à mon sens, Fénélon, qu'ils narguent même les citoyens camerounais, en disant, je dis que la commission d'éthique doit se saisir, ceux qui ne viendront pas doivent être sanctionnés, et lorsqu'ils seront sanctionnés, je pense que c'est le lieu pour qu'on enlève cette mauvaise gangrène qui mine la FECAFOOT, et qu'on mette des gens qui peuvent gérer ce football en bonne et due forme. Merci, Maître Patrice Oum, d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes avocat. Merci, Fénélon. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.